Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre Castor pour l'analyse les amis des scénarios, c'est-à-dire de la partie match play pour la nouvelle édition de Warhammer 40 000. Pour cette 10e édition de Warhammer 40 000, Game Workshop s'est inspiré de ce qu'ils avaient testé dans la dernière édition, c'est-à-dire la 9e, avec le pack de cartes Tempête de guerre, puisque maintenant, à chacune des parties, vous allez devoir tirer différents effets. Vous allez retrouver les règles de mission, c'est-à-dire des effets de jeu aléatoires qui vont s'appliquer dépendamment du mode de déploiement, dépendamment de la mission principale et de la mission secondaire. Ça va être des effets de jeu. Par exemple, le fait, sur cette mission très spécifique, de se dire que quand vous allez faire une course à 6, vous allez prendre une blessure mortelle sur l'unité qui va tenter cette action. Ça va vraiment être des effets de jeu aléatoires qui vont un petit peu pimenter vos parties, sans pour autant parler de stratégie. On va tout à l'heure les voir et tu pourras les commenter, mais ça va plutôt, vraiment comme je disais, assaisonner la partie et avoir des effets de jeu un petit peu aléatoires, un petit peu rigolos. Ensuite, on va retrouver la partie mission principale, c'est-à-dire le fait d'avoir 50 points qu'on va pouvoir obtenir sur ce qu'on appelle le control map, la capacité à contrôler les objectifs qui seront mis sur le champ de bataille. Grosse nouveauté sur cette édition, c'est l'arrivée à partir du round de 3, si on le choisit, de pouvoir utiliser une carte en anglais Gambit, en français Gageur, que nous on va plutôt justement appeler flambeur, puisqu'on va arrêter à partir du round de 3 de marquer des points par rapport au nombre d'objectifs qu'on contrôle, mais sur des nouveaux challenges qu'on va avoir qui seront beaucoup plus rémunérants que ceux justement conventionnels. Autre levier, ça va être le retour des objectifs dits secondaires, qui là vont être capés non pas sur 50 comme les primaires, mais sur 40 points. Deux façons de marquer des points, soit de façon complètement aléatoire, au début de chaque tour, on va tirer des cartes qui vont être justement complètement random, pour les joueurs qui aiment un petit peu le frais, et surtout en fait qui vont devoir adapter leur plan de jeu à chacun des rounds de bataille sur lesquels ils vont découvrir ces objectifs, ou alors à l'ancienne pour les compétiteurs, le fait au début de la partie de choisir deux de ces cartes-là, dépendamment d'un panel disponible. Une partie de Warhammer 40 000 va donc se jouer sur 100 points, si vous avez suivi, il va en manquer 10. Vous allez donc avoir 50 points qui vont être sur les primaires, modulo les gambits, mais on sera toujours capé à 50 points. Ensuite, vous allez avoir les secondaires qui vont être capés à 40 points, et on retrouve toujours le fait en fin de partie, si toute son armée était complètement peinte, avec un niveau, on va dire, standard, d'avoir 10 points bonus. On va donc avoir 50 plus 40 plus 10, 100 points de victoire pour jouer avec son adversaire. Qu'est-ce que tu penses déjà du fait que maintenant on n'est plus sur 45-45, mais sur 50-40, et cette apparition des gambits qui, on va dire à partir du round de 3, en général te permettent de marquer jusqu'à 30 points sur les 50 potentiels. Je trouve habile de la part de Game Workshop d'avoir mis le poids du corps sur les primaires, puisqu'on avait une version, 9e version, qui générait pas assez d'interaction entre les joueurs. On verra ensuite que les 40 points de secondaire sont répartis seulement à travers deux types d'effets de jeu, puisqu'on va choisir deux secondaires en fixe ou alors en tactique, et que du coup faire 40 points, donc maxer ces secondaires, est devenu aussi beaucoup plus difficile. En plus d'avoir un potentiel maximum plus faible, il est aussi plus dur à réaliser. Donc vraiment, la question du primaire que l'on va partager avec l'adversaire a beaucoup plus de poids dans cette 10e version, et ça c'est chouette. Yes, pour illustrer un petit peu ce que tu dis, il faut comprendre que les secondaires, c'était quelque chose, en tout cas historiquement, qui était très scripté, sous-entendu, moi, tous les tours, il faut que j'arrive à faire ça si je veux avoir des points. Là où les primaires, c'est-à-dire le fait de contrôler un nombre d'objectifs sur la carte, on jouait pas avec, mais plutôt contre. Sous-entendu, moi, je vais devoir marquer mes secondaires et je vais juste t'empêcher de faire tes primaires pour justement créer un delta entre tes points et mes points. Là, on va le voir, mais ça va être beaucoup moins facile et ça va donc, comme tu le disais, créer du jeu. On va donc, après avoir rencontré justement son partenaire de jeu, tirer les cartes. La première carte, ça va être, comme je le disais, les règles de mission, ces fameux effets aléatoires. Ensuite, ils vont tirer aussi la méthode de déploiement et la mission principale. Parmi ces règles de mission, on va en retrouver donc 12, ce qui seront encore une fois tirées aléatoirement. La première, ça va être plus glaçante. Aucune règle de mission supplémentaire ne s'applique dans cette mission. Je ne vais pas te laisser la commenter. Ensuite, on va par exemple avoir ligne de ravitaillement. Dans cette mission, si le joueur contrôle le pion objectif dans sa zone de déploiement, alors on va jeter un dé et sur un 4+, il fera un petit point de commandement bonus. On rappelle que maintenant, en V10, vous commencez la partie avec 0 et au début de chacune des phases de commandement, à mi ou ennemi, vous en générez 1. Ensuite, on va avoir sinon le champ de bataille aléatoirement. Aujourd'hui, le placement des objectifs est quelque chose de rigide puisqu'il dépend de la méthode de déploiement de la carte. Or, ici, on va pas regarder le placement de ces objectifs. À la place, on va jeter un dé avec son adversaire et ensuite on fera du ping-pong pour le placement d'un nombre d'objectifs dépendant du scénario et il y aura l'obligation d'en placer un dans chacune des zones de déploiement et le reste dans le no man's land avec les restrictions qu'on connaît à 6 pouces d'un bord de table et à plus de 9 pouces de tout objectif ennemi. Donc on va être capable de faire des scénarios asymétriques en termes de primaire. Oui, ça c'est vachement intéressant parce qu'en termes de rejouabilité, on est sur quelque chose de maximal.
Et puis, ça permet aussi d'avoir quelque chose de moins scripté. Donc, moi, je trouve ça chouette. Dépendamment de ce que l'on va vouloir faire avec son armée, est-ce qu'on a une armée qui est plus tendance à défendre et donc à essayer de maximiser le nombre d'objectifs proches de chez soi, ou au contrario, qui va aller très fortement agresser l'adversaire, on va plutôt placer les objectifs vers l'adversaire. Donc, ça permet des établissements de stratégie et de game plan très différents. Ensuite, on va avoir chambrouilleur. Là, pour le coup, toutes les unités qui ont des aptitudes comme l'infiltration, c'est-à-dire être placées plus près de la zone de l'ennemi, ou éclaireur, c'est-à-dire faire des mouvements avant le début de la partie, ne pourront pas être placés en dehors de sa zone de déploiement. Autre chose aussi, les unités qui sont en réserve ou en réserve stratégique ne pourront jamais arriver à portée d'appui objectif qui serait dans le no man's land, c'est-à-dire en dehors des 2 zones de déploiement. On est en train de retrouver quelques saveurs qu'on a connues en V9, avec celui-ci, ou même avec le précédent, où on change la géométrie du champ de bataille, ou ici où on nous dit toutes les aptitudes d'infiltration sont désactivées. Ça change aussi les effets d'agression T1, c'est assez intéressant. Ensuite, on va en avoir une super intéressante, ciblage opportuniste. Dans cette mission qu'on ait choisi justement des objectifs secondaires fixes ou aléatoires, quel que soit justement ce mode de jeu, normalement on est censé n'avoir que 2 cartes. Là, en l'occurrence, on devra toujours en avoir 3 d'actives. Donc ça va énormément changer. Pour ceux qui choisiraient déjà de tirer de façon aléatoire, c'est assez facile, c'est la même chose, plutôt que d'en avoir 2, ils en auront 3. Par contre, pour les personnes qui vont choisir, on va dire une méthode standard de choisir ses secondaires, c'est-à-dire parmi le deck d'en prendre 2, là, ils vont pouvoir en prendre une 3e, et on le verra tout à l'heure, dépendamment si on choisit justement d'avoir quelque chose de scripté, c'est d'avoir tout le temps 2 objectifs fixes, ou cette notion de carte qu'on pourrait faire qu'une fois, on va pas marquer le même nombre de points. Donc là, je trouve que c'est un peu le meilleur des 2 mondes. Ce scénario, je le trouve super intéressant. Alors à ce stade, on ne sait pas encore d'ailleurs de quel côté va tomber la balle pour le compétitif. Est-ce qu'on va systématiquement choisir de jouer en fixe parce que ça nous permet d'avoir des plans moins aléatoires, parce que quand même, c'est vrai que quand on pioche des cartes, il y a quand même un aléa de stratégie qui peut être gênant. De faire une liste peut-être aussi en fonction ou des alors secondaires. est-ce que effectivement, et ça c'est un petit peu l'environnement de jeu qui va nous être proposé par le WTC et par donc ce qui vient standardiser le jeu de compétition, si on se rend compte qu'on est en mesure de build nos listes de sorte que l'on puisse scorer du secondaire en tactique et non pas en fixe, on verra la différence tout à l'heure, et peut-être qu'on le fera, et ça sera probablement d'ailleurs une des forces des listes et donc des armées qui ont la possibilité de build en MSU, donc les armées, qui ont des coûts faibles à l'unité, alors que les armées type Space Marine très élitistes, très chères, auront plus de mal à jouer ça parce que il faudra avoir suffisamment d'unités pour projeter, pour aller... On va les lire tout à l'heure, vous verrez que il faut quand même être... Si on joue en tactique, il faut être prêt à répondre. Ouais. C'est exigeant en matière de build. Ensuite, on va avoir Maelstrom de bataille, tout simplement le fait de ne pas avoir un effet de jeu en règle de mission, mais 2 en plus, c'est-à-dire en plus de celle-là. Ensuite, on va avoir réserve retardée dans cette mission jusqu'au début du 3e round, c'est-à-dire que ça ne marchera que tour 1 si on a des drop pods par exemple qui nous permettent d'arriver dès le T1, ou tour 2 si on a des renforts ou des renforts stratégiques. Alors, pour chaque unité, on devra jeter un dé et sur un 3+, elle pourra rentrer. Encore une fois, tour 3, comme là c'est au début du tour et que les renforts arrivent à la fin de la phase de mouvement dans cette sous-phase qui est cette phase de renfort, alors on arrivera normalement. Donc réserve retardée, c'est vraiment très impactant parce que tous les gameplays qui vont être basés sur la FEP, et désormais on a des frappes en profondeur beaucoup plus profondes en matière stratégique, puisqu'on va avoir le stratagème rapid ingress qui permet de FEP pendant le tour adverse pour venir l'agresser ou même venir en contre-close ou en intervention héroïque, et là ça va générer un aléa important sur un jet de dés qu'on ne peut pas reroll. Yes, on précise quand même les amis que c'est au moment du déploiement que vous allez déclarer à votre partenaire de jeu qu'est-ce qui est en réserve et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, admettons, même vous jouez plein de drop pods parce que vous aimez bien, vous voulez avoir une liste à thème, vous pouvez aussi très bien décider de ne pas aller sur de l'aléatoire et de dire tant pis, mes drop pods seront vides et les unités seront sur table. Donc il y a quand même, j'aime bien en fait le fait de proposer toujours des choix, tu vois ce que je veux dire, pour se dire écoute, j'ai pas eu de chance, oui, mais t'aurais pu l'anticiper et t'aurais pu jouer un pari un peu plus stable. Ensuite, on va avoir ressources cachées, puisque dans cette mission, les joueurs doivent passer un pion objectif supplémentaire dans le No Man's Land. Bon, le fait de rajouter un objectif, ça rajoute évidemment beaucoup de rejouabilité, et puis ça donne des saveurs très différentes entre les missions, puisque vous le verrez tout à l'heure sur les missions principales, on va avoir des missions qui vont être plutôt blindées en objectifs scorables dans l'Interland ou dans le No Man's Land, et des missions qui vont être plutôt pauvres en mission dans le No Man's Land. Donc si vous tombez par exemple sur une mission pauvre, mais que là vous rajoutez un objectif supplémentaire, cette mission d'un coup
se retrouvent à avoir une autre saveur, et donc en rejouabilité ou même en adaptation de stratégie exigée de la part du tacticien, c'est intéressant. Yes. Ensuite, on va voir Parasite Vox. Dans cette mission, le stratagème relance de commandement, c'est tout simplement ce qu'on appelle un point de commandement générique. C'est pour faire une relance sur quasiment tous les jets de dés qu'on peut faire. Alors, ça coûte pas 1, mais 2 PC. Pareil pour le stratagème Nouveaux Ordres, et ça me permet aussi d'introduire justement ce stratagème. C'est entre guillemets quelque chose qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois par partie. À la fin de la phase de commandement, une fois qu'on a généré ces fameuses 2 cartes, si on choisit de jouer en aléatoire, alors on peut en changer une. Et bien ici, ce sera pas 1, mais 2 PC. Ça a beaucoup d'impact. On dirait comme ça que c'est un peu nul parce que juste on change le scaling d'une reroll. En fait, ça va avoir beaucoup d'impact sur les armées de corps à corps. Parce que les jets que vous avez envie de reroll et qui ont le plus d'impact sur une game, c'est les jets de charge. Ou les jets d'advance qui précèdent une charge. Et bien là, passer de 1 à 2 PC, ça change tout. Surtout on l'a dit, on est dans une situation désormais où le PC se fait rare. Et donc, typiquement, si vous voulez advance et puis charge, et parfois vous devez payer un PC pour déclencher une advance et charge, quand la charge elle vaut 2 PC, souvent vous ne pouvez plus fiabiliser ni votre advance ni votre charge. C'est un truc que vous verrez quand on va tourner des rapports de bataille, vous les montrer ainsi de suite, mais vraiment les points de commandement ça devient une ressource qui est très limitée. Absolument. Ensuite, on va avoir renseignement secret. Là, ça ne va s'appliquer que si on choisit la méthode secondaire de tirage de cartes. À chaque phase de commandement d'un joueur, la première fois que celui-ci pioche une carte de mission secondaire, il peut, s'il le souhaite, en piocher une deuxième et défausser celle qui ne lui va pas. Ça, c'est vraiment broken, parce qu'on vient de les voir tout à l'heure. On a un stratagème qui existe pour changer une carte une fois par partie. Là, la règle de mission spéciale vous dit chaque fois que vous piochez, vous en piochez une de plus. Enfin, la première fois que vous piochez, vous en piochez une de plus. Donc, elle vous autorise à avoir un brassage de votre paquet de jeu beaucoup plus fort et donc à diminuer le poids de l'aléa sur votre secondaire tactique. Très clairement, elle vous encourage à jouer la version tactique des secondaires et elle va favoriser ceux qui vont avoir build pour être réactif sur ce secondaire. Là, pour le coup, je trouve que c'est génial, en fait, parce que ça va, même les gens qui aiment jouer un petit peu scripté, ça, c'est tellement avantageux pour le tirage de cartes. Obligé de s'y mettre. Exactement. Et ça, c'est trop bien. Ouais. Pour le coup, ça, c'est vraiment sympa en termes de rejouabilité. Ensuite, on va avoir sécurisation dans cette mission. Si un joueur contrôle un objectif à la fin de sa phase de commandement, alors il va rester sous son contrôle, même s'il s'en va. C'est quelque chose qu'on avait découvert à la fin de l'édition, avec notamment les joueurs Space Marine, quand ils étaient super OP, c'est-à-dire que troupes, ils pouvaient prendre un objectif et s'en aller. C'était un objectif qu'on appelait des objectifs boutons. Oui, exactement. Alors, il restait actif. Il y avait 2 missions déjà dans la version 9 qui avaient ces règles spéciales et qui étaient appréciées parce que ça générait des mécaniques d'engagement de ressources différents. Donc c'est bien aussi d'avoir ce genre de règles. Yes, ensuite on va avoir champ de mine dans cette mission chaque fois qu'on obtient un jet d'advance de 6. Alors on prend une blessure mortelle. Ça, on s'en bat un peu les couilles. Ça me paraît assez anecdotique. Vulgaire, politiquement correct. Voilà. Après, il y a quand même, alors je sais pas exactement comment ça va fonctionner avec les GK, ça peut être très drôle, parce que dès qu'ils advance, ils font 6. Ah, pour moi, c'est dans leur cul. Ah, ça n'est pas pour me déplaire. On a fait le tour des 12 règles de mission. Encore une fois, je trouve que c'est assez positif. Et le simple fait de se dire qu'en termes de rejouabilité, ça va à chaque fois être un assaisonnement, mais qui va vraiment changer la saveur de ta partie. Je trouve ça génial. Notamment, moi, tu vois, j'ai un mec, j'aime l'aléatoire. J'aime me dire au début de chaque game, je tire mes cartes. Voilà mon objectif à très court terme, 15 minutes. Tu vois, moi, je vis ma vie sur 15 minutes à chaque fois. C'est très bien. Tu vois, voilà. En général, les joueurs compétitifs préfèrent ce qui est scripté. Et là, tu vas même te dire que tu vas essayer de les sortir de leur zone de confort en leur apportant des choses. Je trouve ça vraiment cool. Oui, t'es un petit peu comme Anne Hidalgo avec ta ville du quart d'heure, quoi. C'est un peu ça. Putain, fallait pas. Ça, t'aurais pu dire, non, parce que ça là, je la cautionne pas. Ah putain. Tu touches pas à mon périph'. Tu touches pas à mon périph', ok. La ville du quart d'heure, écoute. On enchaîne ensuite avec les méthodes de déploiement. Pour le coup, rien de nouveau. On va quand même rappeler que maintenant, on ne choisit plus son bord de table. C'est le jet de dés qui vous force à être attaquant ou défenseur, et dépendamment de ce que vous voyez ici affiché à l'écran, vous allez devoir prendre tel ou tel côté. Personnellement, je trouve ça très cool. Ça permet de faire des vraies tables asymétriques. Et bah, tant pis ta gueule, ça va être le jet de dés qui va le définir. Un petit peu comme maintenant, on a l'obligation de prendre le T1 ou le T2. Et je trouve ça très positif. Mais en tout cas, toi, en termes de géométrie et du nombre d'objectifs, qu'est-ce que tu peux nous dire ici ? Ici, on a quelque chose de très générique comparé à ce qu'on avait pu avoir dans les versions précédentes où on avait différents nombres d'objectifs, des missions à 4 objectifs, des missions à 6 objectifs, des missions à 5 objectifs. Là, il y a 5 objectifs partout. On n'est pas dépaysé parce que sur les déploiements, on n'est que sur des choses qu'on connaissait, aube de guerre, marteau enclume, diagonale, quart de table. Mais on sait que va venir s'ajouter des règles de mission et des règles de primaire qui vont complètement modifier la géométrie de la table. Donc il faut des déploiements plutôt génériques, parce que sinon ça ne peut pas accueillir des excentricités de règles.
par la suite. Ensuite, dans le tirage de cartes, on va enfin découvrir ce qu'on appelle vulgairement la mission, c'est-à-dire la mission principale. On commence par un qu'on connaît, prendre et tenir, puisque à partir du deuxième round de bataille, on rappelle qu'il y en a 5, et ce jusqu'au 4e, un joueur à la fin de sa phase de commandement marquera 5 points de victoire par pion objectif qu'il contrôle. On rappelle, pas de changement par rapport à cette deuxième édition. Un pion objectif, c'est un pion qui fait 40 mm et on le contrôle à partir du moment où on est à 3 pouces de ces fameux 40 mm, pas du centre. Ici, petite particularité, déjà on ne peut pas mettre plus de 15 points de victoire par tour, et ensuite on peut pas marquer au premier tour, et au 5e round de bataille, ça change un petit peu, puisque quand on est joueur numéro 2, on marquera pas à la fin de commandement, mais à la fin de son tour. Oui, ça c'était quelque chose qui avait été introduit en 9e édition pour compenser la symétrie de l'init. C'est-à-dire vous n'avez pas l'init, ok, vous n'allez pas avoir l'alpha donc de l'attrition, mais vous aurez un avantage en fin de partie pour scorer votre primaire. Et ça marche très bien, parce qu'on se retrouve à avoir des dissymétries de win rate suivant l'initiative qui sont quand même faibles. Yes, et là le fait par exemple d'être capé à 15 points de primaire, c'est-à-dire que ça soit jamais plus intéressant de contrôler plus de 3 objectifs. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça c'est fondamental, parce que sinon ça permet des builds vraiment pas très intéressants, où tu te dis bon bah moi je sais pas, je vais swarm la table pendant 2 tours, quitte à me faire tuer après, et donc il n'y a aucune stratégie là-dedans. Je vais marquer je vais pas marquer 15 points, je vais marquer 20, voire peut-être 25 points au maximum pendant un tour ou 2, donc j'aurais déjà fait mon travail. Je vous rappelle que les primaires c'est 50. Donc si vous faites une collecte à 20 ou 2 collectes à 20, en fait vous pouvez jouer 2 tours. Donc c'est pour garantir qu'il n'y aura pas d'engagement trop récompensé de ressources sur un seul tour. Ensuite, on va découvrir le rituel, très exotique celui-là. En gros, ce qui va se passer, c'est que sur les 5 objectifs, on va retirer les 3 qui sont dans le Man's Land, puisque toujours garder au moins un objectif dans sa zone de déploiement. On va placer un objectif au centre de la table, et après, ça débloquera une action. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, déjà comment on fait des actions ? Il faut être éligible pour tirer, et il ne faut pas être Battle Shock avec une unité. Ensuite, là, l'action qui est rendue disponible par le scénario, c'est pondre un objectif. Pour le pondre, il faut être exactement à 9 pas d'un objectif qui existe déjà dans le No Man's Land, très important. Et il ne faut pas overlapper un autre objectif. C'est-à-dire qu'un objectif ne peut être placé qu'à plus de 6 pouces d'un objectif précédemment placé. Exactement. Je vais reprendre une des expressions qu'on a vues en off, c'est qu'on va finalement être un petit peu dans une logique géométrique de rosace, oui. En fait, sur l'objectif. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, de ce genre de mécanique ? Et moi, je trouve ça vraiment très exotique et très nouveau, donc je suis assez hypé, parce que ça va générer tout un univers stratégique nouveau. Donc soit, comme tu l'as dit, des réactions de déploiement d'objectifs en rosace autour du centre pour ceux qui vont être extrêmement confiants sur leur aptitude à tenir le centre. Je sais pas, imaginons des Dark Angel avec des Terminators, un grand classique. Bon, donc eux, la rosace. Ou à contrario, des gunlines qui vont essayer de s'infiltrer le plus rapidement possible pour tirer les objectifs vers eux. Donc ils vont d'abord en placer un à 9 du centre, et ensuite ils replaceront le suivant à 9 du premier qu'ils ont placé pour ramener les objectifs un peu vers eux dans une logique beaucoup plus défensive. Ça va générer des gameplays très différents, et on peut même imaginer que les circonstances de la bataille font que les joueurs n'auront pas la possibilité de vraiment pondre des objectifs en quantité satisfaisante. Et donc on va arriver au tour 3, où ça deviendra assez clair que le gambit, qu'on va examiner tout à l'heure, sera peut-être plus intéressant pour les 2 joueurs. C'est un cas un peu particulier où, quand on avait lu le gambit, on s'était dit, tiens, le joueur qui est plutôt en retrait sur le scoring va peut-être jouer le gambit et donc prendre des risques par rapport à celui qui est en train de prendre la table. Dans ce genre de scénario, on peut très bien imaginer un potentiel de scoring primaire classique de mission faible pour les 2 joueurs, et donc un report vers le gambit des 2 joueurs. Yes, en tout cas, la vraie nouveauté ici, c'est qu'on ne marquera 5 points de victoire que pour chaque objectif du No Man's Land qu'on contrôle. Donc les primaires vont être très compliquées à aller caper. Oui, l'objectif chez soi ne compte pas. Ensuite, on va voir un qui est super intéressant aussi, ça va être les sites de pouvoir. 2 façons, entre guillemets, de prendre un objectif, soit normal avec unité, soit aussi de placer un personnage à portée d'unité. Et la vraie particularité, c'est qu'à la phase de commandement, alors on marquera 3 points pour chaque pion objectif qu'on contrôle, et 3 points pour chaque objectif qu'on contrôle avec un personnage. Et ce qui est même rigolo, c'est que c'est pas binaire, dans le sens on peut très bien marquer 6 points par objectif contrôle si on a une unité et un personnage, mais on peut aussi ne pas contrôler un objectif, mais marquer 3 points si on a un personnage à portée
d'objectifs, et ainsi de suite. C'est quand même très fun. Oui, avec la spécificité qu'on ne peut pas empowered un objectif qui est dans notre zone. Donc ça ne concerne que les objectifs du No Man's Land. Et oui, effectivement, on va avoir toujours les mécanismes de contestation classiques sur les 3 points de « je tiens mon objectif », mais si un personnage adverse est sur l'objectif du No Man's Land, il va continuer à être empowered par le personnage. Donc vous aurez contesté les 3 points de « je tiens », vous n'aurez pas contesté les 3 points de j'empowered. Donc pour les contester, il faudra détruire le personnage. Ensuite, on va avoir largage de matériel, très sympa. Ici, c'est très simple, on va tout simplement regarder avec son adversaire aléatoirement quel objectif No Man's Land va être dit alpha et quel objectif va être oméga. Au début du 4e round de bataille, on va retirer l'alpha et sur le 5e round de bataille, ça sera uniquement l'oméga qui comptera au niveau de No Man's Land. Par rapport au scoring round 2 et 3, alors on marquera 5 points de victoire pour chaque objectif No Man's Land qu'on contrôle. À partir du round 4, je rappelle qu'on aura supprimé l'alpha, alors ça sera 8 points de victoire pour chaque objectif No Man's Land qu'on contrôle. Et pour les rounds 5, ça sera 15 points de victoire si on contrôle le dernier objectif. Oui, écoute, c'est vraiment intéressant et ça va ouvrir des nouvelles stratégies autour du Gambit parce que, admettons que l'oméga, qui est celui qui reste au tour 5 et qui vaut 15 points, soit celui qui se trouve le plus proche de la zone de déploiement de votre adversaire, ça va générer chez vous une envie assez forte, en tout cas, d'envisager le Gambit. Autre élément qu'on a évoqué sur la rejouabilité, imaginez que sur cette mission-là, vous vous retrouvez avec la règle spéciale de mission qui vous ajoute un objectif dans l'Interland, ben vous changez complètement la géométrie du jeu pour le round 4. Pas pour le round 5 où il ne reste que l'oméga, mais au round 4 où vous vous retrouvez non pas avec 2 objectifs qui valent 8, mais 3 objectifs qui valent 8. Donc tout ça va beaucoup changer et apporte vraiment beaucoup de rejouabilité et de différences de stratégie à mettre en place. Ensuite, on va découvrir ensemble déployer les cerveau-crânes. En gros, chaque objectif du champ de bataille sera appelé un cerveau-crâne. À la fin de son tour, pour chaque objectif qu'on contrôle, on va être capable de le déplacer de 6 pouces dans n'importe quelle direction. Bien évidemment, ce fameux socle de 40 mm d'objectif ne peut pas être dans un élément de terrain ou sur une autre figurine, et à la fin de chaque tour, le joueur dont c'est le tour marquera des points de victoire comme suit. 5 points de victoire pour chaque cerveau-crâne qui est entièrement à 6 pouces de la zone de déploiement adverse, c'est-à-dire à 18 pouces du bord de table adverse, ou 8 points de victoire pour chaque cerveau-crâne qui est entièrement dans la zone de déploiement adverse, à savoir que c'est cumulatif et qu'on peut mettre jusqu'à 15 points. Oui, en fait, pour le dire simplement, l'objectif c'est de renvoyer les cerveau-crânes chez l'adversaire. Plus ils sont chez l'adversaire, plus vous gagnez de points. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique qui est très nouvelle et surtout très contre-intuitive, parce que d'habitude, quand on a la possibilité de bouger des objectifs, on les ramène à soi, à moi. Là, c'est très différent, et surtout, si vous y réfléchissez, ça crée des choses assez marrantes, parce que vous allez d'abord contrôler l'objectif, vous êtes content de vous avez la possibilité de le renvoyer chez l'adversaire, mais du coup, vous le renvoyez de combien ? Parce que si vous le renvoyez de sorte que vous ne le contrôlez plus, l'autre, il lui suffit de mettre une petite unité, une Viper, n'importe quoi, et il le contrôle et il vous le renvoie. Donc, comment est-ce que je fais pour escorter, en fait, ces cerveau-crânes le plus loin possible chez l'adversaire ? C'est assez intéressant. Yes. Ensuite, on va avoir éliminé l'adversaire. Une mission principale basée sur l'attrition, puisque à partir du 2e round de bataille, un joueur marquera 4 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif et 4 points de victoire supplémentaires s'il contrôle plus que son adversaire. Et à la fin de chaque round de bataille, si un joueur a au moins détruit une unité, il marquera 4 points de victoire, et s'il n'a détruit plus que son adversaire, il en mettra 4 supplémentaires. Autant vous dire que celui-là va scorer et faire un effet boule de neige très très vite dans la game. Sur ce scénario-là, on va avoir un avantage qui sera donné à ceux qui jouent des grosses unités qui valent beaucoup de points, parce qu'ils vont être en mesure de ne pas perdre d'unité et éventuellement de tuer une petite unité, une Viper, comme je disais tout à l'heure. Et dans ces conditions-là, ça fait quand même 8 points de delta par battle round. On a vu tout à l'heure des environnements de jeu dans lesquels les joueurs qui jouaient des petites unités étaient avantagés, donc le secondaire dans sa version tactique, donc pioche aléatoire, façon Maelstrom. Bon, eux, évidemment, ces modes de scoring-là avantagent ceux qui jouent des petites unités. Celui-ci, en tout cas ce primaire-là, avantage ceux qui jouent des grosses unités. Yes. Ensuite, on va découvrir la terre brûlée à partir du 2e round de bataille, à la phase de tir de chaque joueur. Celui dont c'est le tour peut choisir une unité qui n'est pas ébranlée et qui serait éligible pour tirer pour réaliser une action. Pour réaliser cette action, elle doit être à 1 pouce d'un objectif, c'est-à-dire être à 1 pouce de ce fameux objectif qui fait 40 mm. Alors, s'il est toujours à 1 pouce de ce fameux pion
au début de sa prochaine phase de commandement, c'est-à-dire qu'il l'a fait pendant le tour de l'adversaire, il doit donc le défendre, alors l'objectif peut être brûlé. S'il est brûlé, on va tout simplement le retirer. Alors on marquera 5 points de victoire si on a au moins brûlé un objectif du No Man's Land et 10 points de victoire si on a réussi à brûler au moins un objectif dans la zone de déploiement adverse. Et à côté de ça, à la fin de chaque phase de commandement, quoi qu'il arrive, un joueur marquera 5 points de victoire pour chaque pion objectif qu'il contrôle. Classique. Ami ou ennemi, tout ça. Ensuite, on va avoir cible prioritaire à partir du deuxième round de bataille. À la phase de commandement, un joueur marquera 5 points de victoire par objectif qu'il contrôle jusqu'à un maximum de 10. C'est-à-dire jamais plus de 3 objectifs. Et surtout, un petit peu à la Eternal War pour les anciens joueurs, à la fin de la bataille, on marquera 5 points de victoire jusqu'à un maximum de 15 par objectif qu'on contrôle à la fin de la partie. Et ça, c'est vachement intéressant parce que on note qu'il n'y a pas la symétrie qu'on a dans les autres scénarios sur le tour 5 parce qu'elle est reportée à l'état fin de bataille. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu à reporter tout un tas de stratégies vers le late game parce qu'il y a un enjeu à survivre. Il n'y a pas je brûle toutes mes cartes early, de toute façon je me ferai fumer, c'est pas grave, j'aurai marqué mes points. Et pour terminer, on va avoir terrain vital. Là, c'est très simple. Après avoir placé le champ de bataille, on va tout simplement retirer le pion objectif de No Man's Land qui est le plus près du centre. Donc si vous en avez un au centre, c'est le central qu'on va retirer. Sinon, faudra voir avec son adversaire. Et en gros, si on contrôle la phase de commandement, l'objectif qui est chez soi, on met 2 points de victoire. Ceux de No Man's Land, on met 5 points de victoire. Et celui chez l'adversaire, 6 points de victoire. Oui, ce scénario-là, il force plus l'affrontement encore, parce qu'on a des moissons de primaires qui sont un peu plus faibles. On a, si jamais on refuse l'affrontement, on se retrouve avec 2 plus 5, 7 points de primaire par tour. Alors deux choix possibles, soit on freeze la game et on se dit ok, le primaire reste à 7 pour chacun et personne ne bouge, et on joue la game plutôt sur du secondaire. Voilà. Donc là, soit on est dans une version complètement freeze de la game, soit au contraire on se dit il faut aller chercher l'objectif de l'adversaire ou chez lui. Donc scénario encore qui va générer du jeu et de l'affrontement. On va maintenant passer à une nouveauté, une vraie fraîcheur de cette 10e édition, c'est la notion de gambit, de gageur en français. À partir du début du 3e round de bataille, vous allez choisir, de façon complètement autonome, si vous allez continuer de vouloir marquer des objectifs dits primaires, c'est-à-dire toujours de devoir contrôler des objectifs pour marquer 4, 5 points et ainsi de suite. En gros, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, choisir parmi 4 cartes Gambit. Comment ça va se passer? Déjà, vous allez avoir 4 cartes Gambit. La première dit juste que j'utilise pas Gambit. Ensuite, vous allez devoir parmi les 3 cartes restantes en défausser une et choisir parmi les 2. Vous allez faire ça de façon complètement secrète et vous allez déclarer avec votre adversaire simultanément si vous utilisez ou pas Gambit et justement lequel vous allez retenir. Attention, vous avez donc 3 choix possibles sur les Gambits, mais finalement une qui vous est rendu impossible par le fait que cette carte est défaussée. Donc finalement, vous allez avoir le choix que parmi 2 cartes pour pouvoir marquer jusqu'à 30 points de victoire. C'est quand même des exercices qui vont être très difficiles à faire. Par contre, ça veut dire que vous allez marquer 30 points de victoire sur les 50 potentiels d'objectifs primaires. C'est quand même super intéressant. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Gambit. Le premier Gambit qu'on va découvrir, c'est procéder selon son plan, je joue sans Gambit. Bon, celui-là, il est assez facile et rapide. T'as quelque chose à dire? Non. Très pertinent. Ensuite, on va avoir la tactique dilatoire, le fait de divertir, entre guillemets en anglais ça s'appelle un misdirection, c'est le fait de te dire regarde ici, pendant que je suis là, distraction, puisque en gros, donc au 3e round de bataille, vous allez déterminer les cibles de diversion. Sous-entendu, vous allez regarder le nombre d'unités ennemies qui est à portée d'engagement et diviser ce nombre par 2. Exemple tout bête, vous êtes engagé avec 10 unités au corps à corps, ce qui est impossible, mais ça veut dire que derrière, vous allez avoir 5 cibles de diversion, donc 5 points de diversion potentiels. Si vous êtes avec moins, sachez que quoi qu'il arrive, votre nombre minimum d'unités à divertir est ramené à 4. Voire à distraire. Oui. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de son 5e tour de jeu, attention, c'est pas à la fin de la partie, c'est très différent, c'est à la fin de son 5e tour de jeu, on va jeter un D6 pour chaque unité ennemie qui est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités amies. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter un au jet de dés si l'unité ennemie est dite ébranlée. Ou alors, on va nous-mêmes soustraire 1 au jet de dés si c'est nous qui sommes ébranlés. Et en gros, sur chaque jet de 4+, on sera considéré comme bien diverti son audience. Bien distrait, suivant. Exactement. Dépendamment du nombre d'unités qu'il fallait divertir au 3e round de bataille, on rappelle que le minimum était 4, alors on va être capable, si on a réussi à faire 4+, entre guillemets, marquer 30 points de victoire. C'est très difficile, mais c'est très rémunérant. Oui, alors ça suppose... très honnêtement, l'environnement dans lequel, ou l'univers dans lequel on arrive à avoir un nombre d'unités à distraire
qui est supérieur à 4, et il me paraît inexistant, donc ça sera toujours 4 unités à distraire. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez en mesure d'engager suffisamment d'unités pour générer suffisamment de jets de dés sur du 4+, pour être confiant et aller marquer ces 30 points. De toute façon, il y aura des éléments très aléatoires dans le scoring de ces gambits, systématiquement, et heureusement, parce que c'est quand même 30 points qui viennent comme ça d'un coup en fin de game, donc il ne s'agirait pas non plus que ce soit facile à réaliser. Encore une fois, high risk, high reward, je trouve que c'est intéressant de voir ce genre de mécanisme. Après, tu sortais hors caméra, en fait, l'exemple aussi, bah, tu as 3 Terminators d'assaut, il te reste que 3 sur ton pack de 5 ou sur ton pack de 10. Derrière, tu charges sur 2-3 unités, dépendamment de ta portée d'engagement. Leur capacité, c'est de faire des tests de Battle Shock, donc d'ébranlement à son adversaire. Donc, il y a quand même un monde dans lequel c'est un petit peu possible. Maintenant, c'est 30 points, c'est normal que ce soit dur. Ce que j'aime bien, en tout cas, dans ce mécanisme-là, c'est que, bah, tu vois, typiquement, les 3 Terminators qui vont le faire, c'est si t'es premier joueur, toi, tes Terminators vont rester en vie s'ils arrivent à tanker. Normalement, tu vas pas cibler des trucs trop difficiles, ça peut être des véhicules, ça peut être plein de choses, hein. Et, bah, tu vas être capable de remonter si tu étais vraiment dans la merde. Et donc l'autre va toujours devoir faire attention jusqu'à la dernière seconde, je trouve ça sympa. Oui, et puis il y a des armées qui construisent beaucoup de choses autour du Battle Shock. De toute façon, on va avoir, plus la partie va progresser, plus il y aura de tests Battle Shock à faire, puisque plus vos unités seront à mi-effectif. Voilà, donc amoindries. Donc il est raisonnable de se dire qu'il y aura de plus en plus d'unités Battle Shock, et donc ça ne sera pas 4+, ce sera 3+, mais ça vaut aussi pour vous, hein, vous allez avoir de plus en plus d'unités Battle Shock. Le deuxième, justement, gageur, ça va être l'évacuation d'urgence. Eh ben, tu vois, c'est le même wording, mais je trouve qu'il est plus facile à comprendre. Oui, parce que c'est la deuxième fois qu'on le lit aussi. C'est vrai. Ici, on va devoir déterminer le nombre d'unités qui vont être à évacuer. En gros, vous allez donc regarder à l'issue du troisième round de bataille le nombre d'unités à évacuer. Vous allez le diviser par 2, un petit peu comme tout à l'heure, les unités à divertir. Et si jamais vous en avez moins de 8, ça sera donc théoriquement moins de 4, mais ça sera toujours ramené à 4. Ensuite, à la fin de votre 5e tour, vous allez jeter un dé pour chaque unité entièrement à 6 positions de bataille. C'est quand même très difficile d'avoir une unité entièrement à 6, même un rhino a intérêt à bien finir son mouvement au centre pour pouvoir être entièrement à 6. Vous allez jeter un dé et sur un 4+, l'unité sera considérée comme étant évacuée, comme ayant été évacuée. Elle reste sur le champ de bataille, mais si votre adversaire doit la tuer ou quoi pendant son 5e tour, mais en tout cas, elle sera considérée comme étant évacuée. Si jamais vous avez un nombre d'unités évacuées qui correspond justement au nombre à unités à évacuer, on rappelle que c'était donc au 3e tour le nombre d'unités du champ de bataille divisé par 2, ça sera toujours à minima 4, alors vous marquez 30 points de victoire. Petite particularité quand même, si votre unité était ébranlée au moment où elle a essayé de se barrer, c'est-à-dire au moment de s'évacuer, ça sera pas sur du 4, ça sera sur du 5. Bon bah oui, hein, c'est toujours pas facile à réaliser, et on le verra aussi pour le 3e, mais la caractéristique quand même de ces gambits, c'est que d'une part, il y a une composante aléatoire forte dans leur réalisation, mais qu'en plus de ça, si vous avez en face de vous un adversaire qui n'est pas spécialement complaisant, quoi qu'il arrive, on aura envie d'empêcher l'adversaire de marquer ses 30 putains de points. Donc il va y avoir une ingénierie en face qui va normalement s'organiser pour vous empêcher de le faire. Est-ce que ton ingénierie se résume à mettre le gros cul de Gulliman au centre table? Oui, ou même pas que le gros cul de Gulliman, 4 tech marines, ou pas tech marines là, mais cerveaux, mes couilles, qui viennent se mettre juste devant toi, ou des spores mines qui t'empêchent de passer, enfin, juste ça, tu vois, il n'y a même pas le gros cul de Gulliman, des spores mines. Et on va terminer les gambits avec coordonnées de frappe orbitale. À la fin de votre 5e tour de jeu, si au moins une de vos unités qui n'est pas ébranlée et qui n'est pas à portée d'engagement est à 9 pouces d'un angle, à savoir que pour pouvoir lancer ce gambit, ça ne peut pas être l'angle de votre zone de déploiement. Non. Donc ça veut dire que c'est parmi les 3 autres angles. Alors, vous allez pouvoir jeter 2d6, et si le résultat est de 12, à savoir que vous allez pouvoir ajouter 1 pour chaque angle que vous contrôlez en plus du premier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un bonus de maximum plus 3, donc il faudra faire, même si jamais vous contrôlez quasiment les 4 angles, il vous falloir faire 9. Par contre, si vous faites 9 plus 3, 12, vous arrivez à 12, vous marquez votre gambit, vous allez marquer 30 points de victoire. Bon, donc là on est à nouveau sur un gambit qui est très aléatoire, et puis aussi très gros sabot, puisque il faut être à 9 pas d'un écart de table, il ne faut pas être battle shock, et il ne faut pas être engagé au corps à corps. Donc votre adversaire aura la possibilité de mettre en place des contre-mesures pour vous empêcher d'y avoir accès, pour vous détruire aussi, tout simplement. En soi, le truc, c'est que si jamais vous avez les 4 quarts de table, eh ben, il fallait continuer de marquer des primaires. Voilà, exactement. Probablement. Donc si vous avez les 4 quarts de table, il fallait continuer à marquer les primaires et vous en seriez mieux sorti. Sauf
éventuellement, si vous avez pris la marée early game très tôt et que vous vous retrouvez à devoir essayer de maximiser votre fin de game et que vous vous dites, bon, ben en fait, ça va pas le faire à coup de 10 points ou de, comme on l'a dit, dans certains cas, vous n'avez pas un potentiel de transformation de primaire late game qui est satisfaisant, donc vous vous tournez vers ça. Peut-être dans ces cas-là, mais quoi qu'il arrive, il faut réussir un jet de dés, c'est très aléatoire, quoi. Yes. Écoute, on a fait le tour des objectifs Gambit. Avant de passer au secondaire, on va regarder un petit peu. Donc on se rappelle, beaucoup de rejouabilité sur les primaires, sur les règles de mission. Et je trouve que là, Gambit est super bien. Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, faut savoir que le Gambit est né, on va dire, d'une critique de Game Workshop par rapport à la linéarité des objectifs dits primaires ou à cette notion qu'on avait systématiquement de deny, donc juste de mettre une unité super OP sur l'objectif de son adversaire et dire à ta prochaine phase de commandement, DTC, tu vas pas marquer tes points. Or, là, si les Gambits avaient été trop faciles, on serait systématiquement parti sur ce raccourci-là. Or là, c'est vraiment des actions inespérées qui finalement vont faire le sel d'une partie dont on entendra parler pendant des années. Or, Gambit doit être comme ça. Oui, je suis assez d'accord, et puis ça permet de rajouter une certaine saveur dans certains tournois solo où seule la victoire compte. Dans une logique d'équipe, ça a un peu moins d'intérêt parce que le fait de tenter un Gambit quand on est déjà en train de prendre la marée, peut-être que ça risque d'accentuer la claque qu'on est en train de prendre, et pour l'équipe, c'est pas bon. Il y aura des cas où ce sera quand même intéressant, et dans ces conditions-là, certainement qu'il y aura des échanges avec le coach, mais bon, voilà. Donc ça rajoute une profondeur tactique au jeu auquel on joue qui est quand même assez chouette. Et puis, je rebondis sur la rejouabilité. On a quand même vu 5 déploiements différents, 9 règles de primaire différentes et 12 règles de mission différentes, ce qui fait donc 540 possibilités d'appariement. Tu as calculé avant ou tu bluffes? Oui, bien sûr. de tête. 540 possibilités. Et il avait préparé de ouf cette review. Oui. Voilà. Donc, possibilités, donc appariements différents de règles spéciales et donc de missions à jouer. Parce qu'en fait, à la fin, une mission, c'est l'ensemble des règles et des géométries de jeu. C'est qu'en plus de ça, si tu intègres le fait que ton adversaire a toutes les armées disponibles, là, tu es à 44 724. Et alors là, mon pote, je peux te dire que là, pas mal. J'ai cru que tu allais me faire un nombre impair et j'ai trouvé ça spectaculaire. Mais là, je suis déçu que tu l'aies pas fait. On va donc maintenant vous présenter la notion d'objectif dit secondaire. On rappelle, au niveau des primaires, on était capé à 50 points et 40 points seulement sur les secondaires. Deux façons de jouer. Il faut juste savoir qu'au moment où vous allez déployer vos armées, vous allez donc déclarer à votre adversaire tel personnage va mener telle unité va être sur table, l'autre en téléportarium, en 2000 points, 500 points en renfort stratégique si on le souhaite, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on va choisir si on décide de jouer ce qu'on appelle anciennement Maelstrom, c'est-à-dire en objectif secondaire tactique, le fait tout simplement au début de sa phase de commandement de générer 2 cartes et de devoir justement y arriver jusqu'à la fin de son tour, ou alors de pouvoir les défausser avec un petit PC générique, ou alors de jouer un petit peu plus crypté et donc de choisir 2 objectifs secondaires fixes auxquels on va devoir répondre pendant toute la partie. Attention, il va y avoir 16 missions secondaires, elles vont toutes être prenables de façon aléatoire. Attention, il n'en existe que 7 en cartes fixe. Pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner, on va prendre Assassinat. Assassinat a la petite pastille qui vous permet de le prendre soit de façon aléatoire, soit de façon fixe. Or, on va pas gagner la même chose. Puisque si vous utilisez les missions fixes, alors que tant que cette carte secondaire est active, à chaque fois que vous allez trouver un personnage, vous allez marquer 4 points de victoire. Et si jamais on est en tactique, c'est-à-dire qu'on a eu un tirage de cartes aléatoire, alors il faudra qu'on ait au moins pété un personnage ou que tous les personnages aient été tués plus tôt dans la partie pour pas marquer 4, mais 5 points de victoire. Encore une fois, une fois que vous marquez vos 5 points de victoire en aléatoire, hop, cette carte est défaussée. C'est intéressant parce que si on met les lunettes justement qu'on avait en V9, on s'interrogeait toujours. Là, en l'occurrence, on se rappelle, maintenant on est capé à 20 points pour le nombre de personnages qu'on va tuer. Sous-entendu, si on choisit cette carte, ça va être 4 points par personnage, c'est-à-dire qu'il faut que son adversaire en ait 5 et qu'on soit en mesure de tous les buter pour aller caper les fameux 20 points. Absolument, donc si on le choisit en tactique, il faudra être capable de tuer en opportunité au moment où on pioche un personnage et on marquera 5 points. Donc tout le monde a un personnage dans son armée, donc la question c'est est-ce que vous êtes capable de tuer le personnage. En revanche, si vous le choisissez en fixe, vous pourrez marquer jusqu'à 20 points si jamais il y en a suffisamment à tuer. On rappelle quand même que dans cette version, les personnages sont beaucoup plus accessibles, puisqu'il n'y a plus les règles Lookoutser qui les rendaient si invulnérables. Et donc, si vous avez des armées en face de vous qui vont être peuplées de personnages, vraiment, cette secondaire-là sera très intéressant en fixe. Et finalement peut-être un peu gâché en tactique, mais bon, il y a d'autres missions tactiques qui sont très rémunératrices. Ensuite, toujours dans les cartes qu'on va pouvoir soit tirer de façon aléatoire, soit choisir en début de partie, alors on va avoir derrière les lignes ennemies.
Très simple, à la fin de son tour, si on a au moins 2 unités chez l'adversaire, c'est-à-dire entièrement dans sa zone de déploiement, ça sera 4 points. Si on en a une, ça sera 2 points. Et si c'est une carte qui est tirée de façon aléatoire, on aura un bonus de plus 1 point, soit 3 points pour une unité ou 5 pour 2. Exactement. Ça, on en parlait tout à l'heure. C'est quand même pas facile pour une armée qui n'a pas construit son build sur la base de je suis capable de réaliser behind enemy line. Si vous jouez en tactique et vous piochez ça tour 1 en jouant Dark Angel, ça va être long. Et donc, voilà, on en vient à cette question qui va se poser, et on attend d'avoir les environnements de jeu compétitifs bien définis, mais est-ce qu'on va jouer en tactique ou est-ce qu'on va jouer en fixe? Et cette question qui va se poser pour chaque codex en fonction de ce qu'elle a comme disponibilité d'unités. Et ça va être très intéressant, une période très intéressante de réflexion. Yes, pour illustrer un petit peu ce que tu dis, tu es un joueur harlequin, si tu inclus 3 packs de motos dans ton armée, tu sais normalement, en les préservant correctement, que chaque tour, tu vas être capable justement d'aller mettre tes 2 points, quoi. Exactement, où tu es un Craftworld, tu as ta petite Viper qui coûte rien, hop, ça peut y aller. Alors que tu es un Dark Angel, bon, bah, même si tu prends un Speeder pour essayer d'y aller, bah, il coûte pas le même prix, le Speeder. Ensuite, toujours en hybride, on va avoir abattez-le. Très simple, on va marquer 2 points de victoire à chaque fois qu'on pète un monstre ou un véhicule et 1 point bonus dépendamment de son nombre de points de vie. C'est-à-dire que si il avait 10 points de vie ou plus, alors on va marquer 1 point bonus, soit 3. Si jamais il avait 15 points de vie ou plus, alors on va marquer 4 points. Et s'il avait 20 points de vie ou plus, alors on va marquer 5 points de victoire. La particularité, c'est que si jamais on avait choisi cet objectif, c'est ce que je viens de décrire, et si jamais on n'a pas choisi, c'est-à-dire qu'on est en mode tirage aléatoire, on va marquer 1 point bonus. Mais attention, si on vient de tirer justement cette carte, on est capé à 8 points. Absolument. Avant de défausser. Bah oui, là typiquement, c'est un peu le même principe que sur Assassinat. Si vous avez en face de vous un adversaire qui a une liste qui est basée sur la construction de personnages, et donc là, en l'espèce plutôt sur le spam de véhicules, au hasard un IK ou un CK, eh ben, vous allez être quand même tenté de prendre ça en fixe. Par contre, c'est sûr que si vous l'avez en tactique, vous n'aurez aucune difficulté. C'est une carte, quand vous allez la piocher, vous allez dire, bon, ben, c'est bon, allez, 6 points minimum ou 8 points minimum, voilà. Donc ça va vraiment générer des capacités de build, enfin en tout cas des orientations de build pour chercher à réussir à faire les objectifs, et également des restrictions de build, typiquement. On va savoir que si jamais on donne à l'adversaire des objectifs d'attrition faciles à réaliser, on va se mettre en situation de difficulté nous-mêmes. Parce qu'à la fin, la victoire, elle n'est pas sur une aptitude à marquer des points, elle est sur une aptitude à générer du delta de points. Donc il faut aussi empêcher l'adversaire de scorer. Ensuite, on va avoir déployé les balises. En gros, ici, ça va être une forme d'action, c'est-à-dire qu'à la phase de tir, vous allez pouvoir prendre une unité qui était éligible au tir et qui n'est pas ébranlée, et elle va pouvoir mettre une balise. Les balises vont pouvoir être placées soit à 6 pouces du centre de bataille, soit entièrement dans la zone de déploiement adverse. En gros, si jamais vous êtes en objectif secondaire fixe, c'est-à-dire que vous l'avez choisi au début de la partie, vous allez marquer 2 points si c'est une action qui est faite au centre du champ de bataille, et 4 points si c'est chez l'adversaire. Or, ça sera 1 point de plus si jamais la carte a été générée. Absolument. Et là, on voit quand même ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficulté à réaliser des perfects, donc des transformations parfaites de potentiel de secondaire en réalisation de secondaire. On le voit très bien. On a dit un objectif fixe, c'est 20 points maximum. Là, si vous arrivez à planter la balise tous les tours au centre, vous marquez la moitié des points potentiels. Vous marquez 5 x 2, 10 points. Pour arriver à mettre les 20 points sur cet objectif en fixe, il faut planter dans le camp adverse des balises pendant 5 tours. Hein. 4 x 5, c'est ça, hein, c'est 4 points, 4 x 5, 20. Donc on est vraiment dans une réalisation du potentiel maximum des 40 points qui est vraiment pas évidente du tout. Et ça, c'est très nouveau par rapport aux usages et aux habitudes qu'on pouvait avoir fin de V9, avec certains objectifs qui se réalisaient quasiment automatiquement. Donc là, ça n'existe plus. Ensuite, on continue avec Purification. Purification, c'est une action qu'on va pouvoir faire sur un pion objectif qui ne serait pas chez nous, soit No Man's Land et la zone de déploiement adverse. C'est une action qui va se lancer à la phase de tir si on est éligible au tir, comme d'habitude. Donc, pas ébranlé et éligible au tir, c'est-à-dire qu'on ne soit pas désengagé, qu'on n'est pas advanced, dépendamment de ses règles à soi. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du tour, on va regarder le nombre d'objectifs qu'on a purifiés. Si on a purifié un objectif, on va marquer 2 points de victoire si jamais on est en mission fixe, 3 points si on était en mission aléatoire. Et si on a purifié 2 objectifs, alors ça sera 4 points en fixe et 5 en aléatoire. Absolument.
Bon, bah là, on est sur exactement le genre d'aptitude qui va se concentrer sur les actions à conduire. Donc il faut bien comprendre, quand vous faites une action pour scorer, vous immobilisez l'attrition de l'unité qu'il fait. Donc ça ne peut pas être une grosse unité. Et là, par contre, effectivement, si vous avez la capacité à bénir les deux objectifs, celui du centre et celui, disons, de votre flanc fort, vous faites ça pendant 5 tours, vous arrivez à 20. La vérité, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, on peut changer complètement les géométries de table avec les règles spéciales et puis avec certains scénarios. Donc ça ne sera pas si simple que ça de réaliser cet objectif-là. Et là, encore une fois, en fixe, réaliser le potentiel maximum c'est-à-dire de 20 points avec ça, ça sera pas évident du tout. Ensuite, on va avoir assaillir l'objectif hostile. Alors attention, celui-là, on ne peut pas le réaliser tour 1. À la fin de votre tour, on va marquer 4 points de victoire si on fixe, 5 points si on est en tactique. Pour pouvoir y répondre, il va falloir soit contrôler un pion objectif que votre adversaire contrôlait au début du tour, soit, s'il n'en contrôlait aucun, contrôler un pion objectif que nous-mêmes ne contrôlions pas au début du tour. Oui, bon, ça ressemble un petit peu à la règle Shock Tactics des Space Marines de V9. En fait, l'idée, et encore une fois, là c'est plutôt bien pensé, c'est de générer de l'interaction avec l'adversaire. Si vous arrivez à lui reprendre du terrain, vous marquez des points en quantité quand même assez satisfaisante, parce qu'on le voit, c'est 4 points pour une seule action, une seule reprise. Donc là, c'est peut-être un des meilleurs secondaires que vous pouvez choisir quand votre adversaire ne vous a pas offert d'objectif d'attrition un peu simple. On l'évoquait, le Bring It Down, donc les abattez-les, ou assassinat. Et pour terminer sur les objectifs qu'on va être capable soit de choisir, soit de tirer aléatoirement, on va avoir engagement sur tous les fronts, le fameux all front en anglais. Là, c'est très simple, à la fin de son tour, on va regarder le nombre d'unités dites compétentes qui contrôlent les quarts de table. Deux choses. La première, c'est qu'une unité compétente, c'est une unité qui n'est pas ébranlée. Et contrôler un quart de table veut dire qu'on est entièrement dans celui-ci et à plus de 3 pouces de tout autre quart de table. Le fait de lécher une ligne ne suffit pas. En tout cas, ici, si on contrôle les 4 quarts de table, on va marquer 4 points de victoire, 5 si jamais on est sur un tirage de cartes aléatoire, et si on n'en contrôle que 3 sur 4, alors ça sera 2 points pour un objectif fixe, et 3 points si on est sur un tirage de cartes. Donc là, on voit vraiment à nouveau le travail de Game Workshop de récompenser les dominations flagrantes de champ de bataille, puisque en V9, cet objectif qui était déjà présent, vous donnez 2 points si vous étiez sur 3 quarts de table, 3 points si vous étiez sur 4 quarts de table. Donc si vous étiez sur 2 quarts de table, 3 quarts de table toute la partie, vous étiez à 10 sur 15. Qui était très satisfaisant. Là, si vous êtes sur 3 quarts de table toute la partie, vous êtes à 10 sur 20, ce qui est très loin d'être la même chose. C'est bon, t'as suivi? Ouais, mais c'est ça. Pour moi, 10 sur 20, ça me va largement. Je gambite tous les jours. On continue, les amis. Il nous reste 9 cartes à voir, à savoir que celles qu'on va voir ne peuvent pas être choisies en objectif fixe. On va donc les voir beaucoup plus vite pour justement débattre un petit peu de qu'est-ce qu'il va falloir faire. La première, ça va être interdire la zone. C'est-à-dire qu'à la fin de votre tour, si vous avez au moins une unité qui sera entièrement à 6 pouces du champ de bataille et qu'il n'y a pas d'unité ennemie à 6 pouces de celui-ci, ça sera directement 5 points de victoire. Petit compromis, s'il y a une unité qui a plus de 3 pouces du champ de bataille mais pas à 6, ça sera pas 5 mais 3 points de victoire. Ensuite, on va avoir une cible tentante. Quand cette carte de mission est générée, votre adversaire doit choisir un objectif No Man's Land. Si vous le contrôlez à la fin de votre tour, c'est 5 points de victoire. Là aussi, il va choisir chez lui, ça sera pas forcément facile, mais si vous êtes build pour agresser l'adversaire, ça va fonctionner. En général, quand vous faites des déploiements assez symétriques, vous avez 50 points de force pour aller sur l'objectif de gauche s'il le choisit, et ainsi de suite pour aller à droite. Ensuite, on va avoir pas de prisonnier. Tant que cette carte secondaire est active, on va tout simplement marquer 2 points de victoire à chaque fois qu'on pète quelque chose. À savoir que le maximum est 5 points de victoire, c'est-à-dire que pour l'optimiser, il ne faut pas péter plus de 3 unités. Ensuite, on va avoir force écrasante. Tant que cette mission est active, on va marquer 3 points de victoire dès qu'on pète une unité qui contrôle un objectif. À savoir que pareil, on est capé à 5 avant de défausser la carte. Bon, on va se retrouver quand même à pouvoir piocher soit des combos de cartes extrêmement stériles. Donc si vous êtes au tour 1 et que vous piochez détruire l'adversaire, normalement, si c'est pas un âne, il est planqué, donc c'est compliqué. Soit des combos de cartes extrêmement rémunérateurs, avec celui-ci plus nos prisonneurs. Vous détruisez une unité, vous gagnez sur un objectif, vous gagnez les 3 points ici, plus les 2 points de nos prisonneurs. Vraiment, ce scoring tactique va vraiment nous interroger. On va attendre de voir tous les codex, mais est vraiment très intéressant. Ensuite, on va avoir inspecté les signaux. À votre phase de tir, vous allez pouvoir, entre guillemets, scanner un angle du champ de bataille. Pour le faire, il faut que l'unité soit à 9 pouces, justement, d'un de ces fameux angles, que celle-ci ne tire pas et ne charge pas et ne soit pas non plus ébranlée. C'est donc une action V10. En gros, vous allez marquer 2 points de victoire pour chaque angle que vous avez scanné. Oui, là c'est pas mal parce que votre angle à vous n'est pas interdit, donc vous allez faire le vôtre et puis éventuellement l'angle de votre flanc fort. Donc là on n'est pas capé, donc on va faire minimum 4 points
si on a build sans trop de difficulté pour aller dans son angle à soi, de son zone de déploiement et dans son flanc fort. Et ça peut être même plus rémunérateur si on est capable d'aller dans un autre angle, typiquement pour poser des balises ou pour faire d'autres éléments de secondaire tactique. Ensuite, on va avoir défendre le bastion. À la fin du tour adverse ou à la fin de la bataille, vous allez marquer tout simplement 3 points de victoire si vous contrôlez l'objectif qui est chez vous. À savoir que vous ne pouvez pas le marquer dès le T1. Bon, celui-là, il est pas très rémunérateur, et heureusement, parce qu'il est quand même quasiment auto-réalisé. Hein. Si vous arrivez à camper sur vos positions, bon, bah, vous marquez 3 points. Bon. Ensuite, on va avoir élargir les lignes du front. C'est celui de Mr. M. Je peux pas le faire avec toi, celui-là. Non. Mais moins sympa. En gros, si vous contrôlez à la fin de votre tour au moins l'objectif qui est chez vous et un objectif du No Man's Land, c'est 5 points de victoire cash. On voit que depuis le début, on a des objectifs qui sont quand même très rémunérateurs. On a interdire le centre, boum, 5 points. Celui-ci, boum, 5 points. Donc, c'est normal que l'aptitude à couvrir des stratégies différentes et, en plus de ça, confronter à un aléa, soit plus rémunérateur que le fixe. Les playtests nous diront ce qui est le plus rémunérateur. Un que je trouve assez fun, même s'il peut être un peu frustrant, ça va être capturer l'avant-poste ennemi à la fin de votre tour. Si vous contrôlez au moins un pion objectif dans la zone de déploiement adverse, c'est 8 points de victoire. Ouais, et tu peux le faire T1 celui-là. Donc si le mec fait une erreur, excès de confiance... Ouais, mais tu vois, ça c'est exactement ce qui nous fait un peu trembler en compétitif pour jouer le tactique. C'est que tu pioches ça au T1, bon, normalement, tu t'es dans la merde, tu payes ton PC pour le renouveler. Tu peux pas faire ça. Donc tu pioches ça et... ça dépend de ta liste. Un Eldar, il va pilonner, envoyer une plaque de moto, il peut potentiellement prendre un objectif. Peut-être, ou un... Je sais pas, mais... où tu joues ça, par exemple, sur... on le fait autrement. Tu pioches ça sur celui qui est interdit de faire des infiltrations et des FEP. Bon, bah pareil, tu vas pas pouvoir aller sur l'adversaire très vite. Donc, si tu pioches au T1 celui-ci et l'autre qui est tuer des ennemis, encore plus si c'est tuer des ennemis sur des objectifs, ça peut être très dur. Tu peux faire un tour à 0 et surtout, une fois que tu les as piochés, c'est visible pour ton adversaire. Donc ton adversaire sait que tu vas essayer de faire ça, et on peut déployer des contre-mesures, va déployer des contre-mesures si c'est pas un âne, pour essayer de t'empêcher de faire ça. Et donc tu peux te retrouver avec une main bloquée. C'était un peu le problème du Maelstrom. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on verra arriver. Pour illustrer ce que dit Père Castor, en fait, maintenant, notamment, alors l'unité la plus commune qu'il a, ça va être par exemple les Terminators ou celles qui sont en téléportarium. Pour un nombre de points de commandement, à la fin de la phase de mouvement adverse, vous pouvez arriver des frappes en profondeur. Or, vous voyez que l'autre n'a pas la mobilité, mais va tenter une charge pour arriver sur votre objectif. Il n'a pas encore tenté sa charge, c'est la fin de sa phase de mouvement. Tu mets ton plaque de Terminator chez toi. Normalement, tu avais largement l'espace pour le faire. Et là, maintenant, il ne l'aura plus jamais. Et donc, tu le prives indirectement, soit de 8 points de victoire, sous un moment d'un tirage de cartes. Oui, bien sûr. Donc, tu vas avoir des contre-mesures. Alors, tu as celle-ci, mais tu as tout simplement des contre-mesures de placement pendant le tour suivant. En 8e version, on avait ce Maelstrom, et les enseignements de la version nous avaient conduit à avoir ce qu'ils avaient appelé Game Workshop le Mulligan, je crois, qui permettait de forger un petit peu ta main. T'avais à l'époque plus de 30 cartes, et tu finissais, t'en avais 18 ou ça. 18, voilà. Et ça permettait quand même d'éliminer les quelques cartes que tu considérais ne pas être adaptées à ton playstyle. Pour terminer avec justement ces fameux objectifs, ça va être sécuriser le No Man's Land à la fin de votre tour. Si vous contrôlez au moins 2 pions objectifs No Man's Land, vous marquez 5 points de victoire. Si vous en contrôlez qu'un, c'était 2 points de victoire. Ça va être vraiment, je me répète, mais ça va être vraiment très intéressant de voir, une fois qu'on aura tous les codex, et les ressources de chacun des codex, qui peut et qui ne peut pas essayer d'avoir un scoring tactique. Parce qu'on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais quand vous avez des scorings de secondaires qui sont systématiquement améliorés de 1 voire 2 points lorsque vous le scorez en tactique, bon bah forcément, vous avez envie de vous dire, si je suis capable de faire du tactique, je vais mieux scorer mon secondaire. La question, c'est à quel point ça vous met dans la sauce sur l'attrition et sur votre aptitude tout simplement à gérer le reste de la mission qui est le primaire. Parce que l'annonce Ourbi et Tourbi de Game Workshop, c'est attention, le primaire, ça va être le vrai jeu désormais. Donc si le réflexe V9 de se dire il faut vraiment que je sois un dingo sur le secondaire vient se mettre au détriment d'une vraie stratégie de gestion du primaire, ben ça marche pas. Donc c'est un peu le risque de ces tactiques, et donc on va y être attentif pendant les prochaines semaines. Petite précision avant justement de débattre, c'est à la fin du tour de chaque joueur. Les joueurs qui utilisent les missions tactiques peuvent décider de défausser une ou plusieurs de leurs cartes, et si c'est ça, ils gagnent un PC.
ça ne leur en coûte pas. C'est-à-dire qu'en fait, au moment du tirage pour un PC, une fois par partie, on peut changer de carte, mais quoi qu'il y ait, on peut en défausser N à la fin d'un tour. C'est intéressant, déjà c'est un tour et pas son tour. Et en plus, d'un côté, le fait de défausser une carte, toi ton argument, c'est de dire, écoute, au moins tu sais que celle-là, je l'aurai pas de nouveau dans ma main, donc j'en sais rien, je peux peut-être exposer mes personnages, mais ça veut aussi dire l'effet inverse, si tu décides de la garder en main, peut-être qu'à moi de jouer, je vais me cacher pour ça. Absolument. Le problème du scoring tactique, c'est que lorsque vous avez exposé les cartes et que vous n'avez pas réussi à one-shot votre objectif, le tour d'après, l'adversaire peut déployer des contre-mesures pour vous empêcher de faire le tactique. Surtout que contrairement à un fixe, où toute la partie il va déployer des contre-mesures, mais si votre adversaire a choisi un fixe comme abattez-les, c'est justement parce que vous êtes incapable de mettre des contre-mesures, parce que vous êtes un joueur IK et donc vous ne pouvez pas ne pas jouer de véhicule. Donc la valeur stratégique d'empêcher un mec qui joue tactique de défaire sa main en scorant, elle n'est pas seulement basée sur le « je l'empêche de marquer les points de sa main », elle est aussi dans le « je l'empêche de régénérer ses stratégies et ses autres vecteurs de scoring ». Donc ça sera très fréquent qu'un joueur, enfin en tout cas j'imagine que ça sera plutôt rare en réalité, qu'un joueur qui n'a pas réussi à scorer son objectif maintienne sa main et ne la défausse pas pour le tour d'après. En plus, il gagne un PC. Et il gagne un PC, et c'est pas du tout inintéressant, parce que, à la rigueur, ça aussi, il faudra qu'on identifie avec les playtests, mais générer des PC par cette voie-là, ça permet quand même d'avoir soit des bonus de résilience, donc là, à ce moment-là, vous allez le faire à la fin de votre tour pour avoir des stratagèmes qui vont vous permettre de résister à l'attrition adverse le tour prochain, soit des bonus d'attrition, donc là, plutôt à la fin du tour adverse, pour vous générer un doping d'attrition à votre tour à vous. Mais vraiment, les stratagèmes, désormais, sont extrêmement forts, ont vraiment des impacts vraiment décisifs dans la game, et donc avoir des sources de farming de PC comme ça peut aussi être décisif. En tout cas, moi je suis ultra conquis. Déjà, j'ai terminé la V9 avec Tempest of War, et là, j'aime le fait qu'on ait le choix. En fait, ça vous offre deux choix. Ça vous offre de jouer scripté comme à l'époque, même si on a deux objectifs secondaires alors qu'avant on en avait trois, ou alors le tirage de cartes, ce qui est frais, fun, potentiellement fort, et en plus, on peut cohabiter avec les deux mondes. Et c'est là où en fait je trouve que c'est génial. Toi, peut-être que dans ta façon de jouer, tu joueras la liste que tu as joué au dernier tournoi. Moi, je jouerai quelque chose d'un petit peu plus exotique, mais on jouera ensemble, pas au même jeu. Je trouve ça vraiment, je trouve que c'est la meilleure chose que Game Workshop pouvait faire. Oui, alors ça vraiment, moi je suis hyper hypé par cet aspect-là, mais quelque part, tout ce qu'on a vu là comme secondaire ou comme environnement de jeu choisi par un individu, moi je l'avais déjà vu soit dans le Maelstrom, soit dans la V9. Donc je suis très content qu'ils aient réussi à l'hybrider, mais je ne suis pas aussi excité que par ce qu'ils ont fait, par exemple, sur le primaire. Sur le primaire, ils ont créé 9 environnements de jeu différents, 9 mécanismes fondamentalement différents de scoring, avec des cinématiques de game vraiment très différentes. Vous allez soit détruire des objectifs, soit en pondre, soit en déplacer, repousser les cerveau-crânes vers l'adversaire. D'autres fois, vous allez essayer de tirer les objectifs à vous. D'autres fois, vous allez scorer des objectifs en fin de game parce que vous avez un alpha, un oméga. Bon, tout ça est quand même très différent et assez équilibré, je trouve, par rapport à d'autres objectifs. C'était le problème des objectifs primaires un peu différents. Il y a un scénario qui est un peu mythique dans le jeu qui s'appelle La Relique, qui revient régulièrement de version en version qu'on ne voit pas là, parce que souvent c'était difficile de l'équilibrer, tu avais la relique, tu avais gagné, peu importe ce qui s'était passé pendant la game. Là je trouve que vraiment c'est équilibré. Tu vois, c'est marrant parce que je partage complètement ce que tu as dit. Après, c'est pas un débat entre est-ce que je préfère le primaire ou le secondaire. En tout cas, si, mais c'est le primaire. Okay. Ouais, c'est le secondaire. Okay. Non, voilà. Déjà, parce que tu les as les cartes? Non. Ah, moi, voilà, non, plus sérieusement, ce qui est génial en fait, c'est qu'on va donc jouer entre ces deux mondes, mais que ça donne envie encore une fois de tout tester et on se bat tous avec les mêmes cartes. À voir demain avec les codex, est-ce qu'on n'a pas des primaires ou des secondaires, enfin des secondaires en tout cas à part armée. Je l'espère pas parce que pour moi c'est ce qui casse un petit peu l'équilibrage, parce qu'ils ont déjà du mal à gérer avec cet équilibrage là. Mais en tout cas, ce que je trouve cool, c'est que ça va aussi, en tout cas dans un premier temps, et en tout cas s'ils font pas trop de la merde au niveau attrition, faire que tu as une armée que tu aimes, tu fais une liste qui te plaît, qui te permet d'aller jouer entre les deux mondes, et ça va se jouer là-dessus. Ça va pas se jouer au match-up favorable, défavorable. Ça va se jouer au OK sur table. Exactement. Et c'est ce qu'on attend d'un jeu de stratégie, putain. Absolument. Absolument. Et puis, même ça va se jouer sur table, et puis ça va se jouer sur la versatilité de ta liste dans ta stratégie de build. C'est-à-dire, celui qui va quand même se permettre de s'offrir des solutions à inventer sur table,
va quand même avoir un avantage sur celui qui va juste avoir fait une liste monolithique. Et d'ailleurs, on le voit également dans les datasheets qu'il propose, avec des datasheets qui cherchent à générer des synergies les unes avec les autres. Modulo quelques bugs qu'on n'évoquera pas là, mais qui cherchent vraiment le speeder, il donne plus un wound, ou plus un hit, ou plus un PA, ou machin. Et donc, plutôt que ce qu'on a pu voir précédemment dans les autres versions, et qui va dans le bon sens à chaque version, qui sont des logiques de spam, j'ai vraiment l'impression que là, ça ne sera pas récompensé. On a fait le tour en tout cas de tout ce qui va faire le sel d'une partie de Warhammer 40 000. Comme vous l'avez vu, c'est super positif, on est vraiment enjoué, galvanisé et ça donne envie de tout tester. Ça combiné à toutes les armées qu'elles vont offrir et ainsi de suite. À voir aussi, tu sais, des armées archétypes, j'en sais rien. Est-ce que finalement la Death Guard va être aussi frustrante à jouer qu'en V9? Je ne pense pas et ça c'est génial. Testez, allez chercher la quintessence de vos codex et vous allez voir finalement que beaucoup justement de ces codex répondent à une partie d'un type de jeu. Certains autres arrivent à répondre à beaucoup plus de choses. L'Eldar comme d'hab, soit ils sont très bons chirurgicalement pour pulvériser un point, j'allais dire autre chose, mais pour rentrer très fort dans un point, ou alors aussi pour aller justement avoir de la mobilité. Mais c'est ça qui est génial, ça donne envie de tout retester aujourd'hui, il n'y a pas encore de tier list, ou en tout cas, ça va beaucoup plus se jouer sur table, et ça, c'est vraiment galvanisant. Ça, c'est galvanisant, et puis le rapport qu'ils ont réussi à intégrer également avec les personnages, qui sont beaucoup moins autonomes qu'avant, qui sont beaucoup plus dans une logique d'accompagnement d'unités, ça va générer aussi des mécanismes macro, donc de stratégie globale, qui vont être, à mon avis, plus riches. Parce qu'avant, tu pouvais avoir un prince tyrannide qui était le cœur de ton armée, l'alpha et l'oméga de l'attrition, du control map et de la frustration des points adverses. Bon, c'est plus possible ça. Ça, c'est plus possible, et c'est plus possible pour le tyrannide, mais c'est plus possible pour tous les autres codex. Ça, c'est chouette. Complètement, ouais. En fait, on va jouer avec et contre son adversaire, en fait, et ça, c'est vraiment ce qu'on attendait. En tout cas, un grand merci à toi, mon petit père Castor, capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, d'être venu avec nous pour vous présenter justement les scénarios de cette 10e édition de Warhammer 40 000. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à commenter, à partager cette vidéo. Si vous voulez supporter les amis Fred Wargame Studio financièrement, et on a besoin de vous, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.